Reste essentielle et c'est valable aussi bien pour le dépistage que pour le suivi, le monitoring et tout le reste. Donc c'est ce que va nous présenter Ousseynou Ndiaye qui vient du laboratoire du Centre de recherche de formation et de prise en charge au Dakar. À Dakar au Sénégal. Donc Ousseynou, tu as 15 minutes pour nous présenter ton talk. Merci. Merci, cher modérateur. Donc, nous remercions également l'assistance, mais également les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de partager avec vous nos travaux donc, qui vont porter aujourd'hui sur un programme de gestion de contrôle de qualité. Sur un programme de gestion de contrôle de qualité externe pour le diagnostic précoce, mais également la charge virale du VIH1 au Sénégal. Donc, juste rappeler que l'évaluation externe de la qualité est l'une des composantes majeures du programme d'assurance de la qualité externe et une exigence pour tous les laboratoires qui désirent avoir une accréditation. Et que l'évaluation externe de la qualité consiste à vérifier l'exactitude des résultats en comparant les performances des différents laboratoires et au besoin offrir un accompagnement pour l'amélioration de leurs performances. Donc, cette évaluation de la qualité doit s'appliquer aux tests de diagnostic, mais également au suivi, qui joue un rôle clé dans la gestion des patients, mais également dans la prévention et le contrôle de la plupart des maladies infectieuses. Nos pays également sont sur le passage à l'échelle pour le dépistage, mais également pour la charge virale. Donc, la mise en place d'un programme externe de la qualité devient une nécessité. Donc, l'intérêt pour faire un test de diagnostic est surtout d'assurer l'initiation du traitement en temps opportun pour les enfants, mais également de réduire la morbidité et la mortalité chez les enfants et en même temps améliorer leur qualité de vie. Donc, l'intérêt pour la charge virale, je ne vais pas trop y revenir parce que le professeur Alimoto l'a déjà abordé. Donc, c'est surtout assurer l'efficacité du traitement antirétroviral, mais également, dans la même perspective, pouvoir atteindre le 3e 90, qui est un objectif de l'UNICIDA d'ici 2020. Mais surtout, comme on en a déjà parlé tout au long de cette conférence, sur la prise en charge précoce des échecs au traitement. Donc, c'est ainsi que le CADU, en partenariat avec le CDC, s'est engagé à continuer à faire progresser nos laboratoires côté qualité et on s'est surtout accentué sur des tests virologiques moléculaires, à savoir le diagnostic précoce en utilisant les DBS, mais également pour la charge virale en utilisant les dry type spécimen. Donc, le CDC a transféré cette technologie à CADU pour les DBS en 2014 et pour la charge virale en 2015. Et l'objectif de ce programme est surtout d'assurer la production des panels de DBS et de DTS, mais également d'assurer l'expédition de ces panels, de pouvoir analyser les résultats et de fournir des rapports et une assistance technique aux besoins. Donc ce programme s'articule autour de 12 étapes qui sont vraiment clés que nous avons listées ici, à savoir surtout la planification qui consiste à faire des recherches de ressources financières et humaines, d'identifier les potentiels participants, d'identifier le virus source que nous allons utiliser, les consommables, mais également les réactifs, de passer à l'annonce de ce programme donc par des lettres annuelles qu'on va envoyer au laboratoire, mais également des lettres d'invitation, des formulaires qu'ils vont remplir pour montrer leur besoin de participer à ce programme de contrôle de qualité. C'est dans un troisième temps où on va essayer de les enrôler. Ensuite, on va passer surtout à la production du panel, au packaging, à l'envoi. Donc les laboratoires également, en même temps, vont nous envoyer les résultats que nous allons analyser, générer des summary reports. Ensuite, après, il y a l'accompagnement des laboratoires. Et bien entendu, pour les laboratoires qui ont validé les 2 panels de contrôle de qualité, donc nous allons les décerner des certificats de compétences. Donc là, j'ai juste rappelé quelques étapes clés de la production des DBS pour le diagnostic. Donc, on va récupérer des poches de sang qui sont soit positives ou négatives au niveau des banques de sang.
Donc, que nous allons faire une première validation qui consiste à confirmer la sérologie, que ce soit une poche qui est positive ou bien une poche négative. Pour les poches positives également, vérifier la valeur de CT qui doit tourner autour de 25 à 27 CT, donc pour pouvoir faciliter la détection. Une fois la poche est confirmée, donc on va passer au designing, ensuite faire l'étiquetage et le spotting avec 110 microlitres. Donc ensuite, on va passer à l'étape de séchage, qui va se faire sur une durée de 4 à 24 heures, selon surtout les conditions de température et d'humidité. Donc après le séchage, nous allons passer à l'emballage avec des sacs plastiques qui sont sellables, avec l'utilisation de dessicants et d'indicateurs d'humidité. Donc une fois qu'on a fini de faire la production, nous allons procéder à une deuxième validation des cartes qui sont positives, négatives, mais également de la panel, avant de procéder à l'expédition qui peut se faire, donc si c'est à l'étranger, par avion ou bien par voiture, parce que là, on s'est vraiment affranchi de la chaîne froide. Donc, pour la production de charge virale, donc, on utilise des tubes lyophilisés qu'on reçoit du CDC, et nous allons procéder par des dilutions pour préparer 3 différents panels de concentration que nous allons également validé par la technique de Tachmann de Roche. Donc une fois les étapes de dilution validées, donc, nous allons passer à la production. Donc on va utiliser des cryotubes sur lesquels on va mettre 20 microlitres. Également, on va faire une étape de séchage, donc entre 24 heures à 48 heures sous la haute, qui est également fonction surtout des conditions d'humidité et de température. Donc, une fois la production faite, nous allons passer à l'emballage, également comme pour les DTS, avec l'utilisation de sacs plastiques qui sont sellables. Ensuite, après l'emballage, nous allons procéder également à une deuxième étape de validation en utilisant sur la production différents alicots de façon randomisée, aléatoire. Donc, après la validation, nous procédons à l'expédition également de ce panel. Donc, une fois qu'on a envoyé ces différents panels, nous allons recevoir de la part des laboratoires participants des formulaires qui sont sous format Excel qu'ils vont remplir et puis nous envoyer. Et les résultats également sont exprimés en log. Donc là, nous avons un formulaire pour le diagnostic et là pour la charge virale. Donc, une fois qu'on a reçu tous les résultats, donc nous procédons à l'analyse, à la compilation. Ensuite, surtout pour la charge virale, il faut trier en fonction des plateformes qui sont utilisées. On va faire l'analyse par plateforme de charge virale en veillant à exclure les valeurs aberrantes pour ne pas fausser l'analyse. Donc nous allons calculer la moyenne, la standard déviation et puis les coefficients de variation. Donc après, on va définir les limites acceptables qui sont généralement la moyenne plus ou moins 2 écarts types. Donc, on va attribuer des scores de 100% pour les laboratoires qui ont validé les 5 échantillons et puis un certificat de compétence leur est décerné pour les laboratoires qui ont validé les 2 panels de l'année. Donc, qu'avons-nous obtenu comme résultat? Donc, pour le diagnostic précoce, nous avons débuté en 2014 et entre 2014 et 2017, nous sommes passés de 18 à 45 laboratoires. Donc là, en bleu, c'est les laboratoires participants, et puis en orange, c'est les laboratoires qui ont obtenu des scores de 100%. Et généralement, ça tourne autour de 90 à 100% pour les laboratoires qui ont validé. Et pour la charge virale également, nous avons débuté en 2015, et entre 2015 et 2017, nous sommes passés de 24 laboratoires à 54 laboratoires. Donc toujours en bleu, c'est les laboratoires participants, en orange, c'est les laboratoires qui ont obtenu 100%. Donc là, vous voyez qu'entre 2015 et 2016, nous avons eu des scores de 75%. En 2017, nous avons un gain de 5%. Donc on a un peu réduit cette marche. Donc c'est un gain qui est apporté. Que pouvons-nous retenir de ces résultats? Donc, les DBS, c'est-à-dire les dry tube spécimens, ont déjà été utilisés et ont montré de bons résultats, ce qui nous permet surtout de s'affranchir de la chaîne froide. Donc, des publications donc, ont été faites par Parek donc, en 2010 et puis par Schoen en 2015.
Donc, les résultats, donc les données analysées dans notre étude ont montré une relative bonne reproductibilité pour les laboratoires qui ont participé dans notre programme de contrôle de qualité. Pour le diagnostic, nous sommes entre 90 à 100% et pour la charge virale, nous sommes entre 75 à 80%. Donc, ces valeurs sont comparables aux résultats obtenus par Schoen en 2015, donc, où sur la plateforme de charge virale TACMAN, ils ont obtenu autour de 96%. Donc, en conclusion, donc, le programme d'évaluation externe de la qualité est essentiel pour surveiller la performance des laboratoires, de maintenir la qualité des services des laboratoires, d'identifier et d'évaluer les techniques utilisées, d'identifier les lacunes dans les performances des laboratoires, de pouvoir offrir un accompagnement pour les laboratoires au cas où il y a des actions correctives à faire. Donc, en perspective, nous programmons de mettre en ligne le programme de contrôle de qualité à travers le EPT, donc qui nous permettront de faire des inscriptions en ligne, de soumettre les résultats en ligne, de pouvoir résoudre les actions collectives également en ligne et de pouvoir également télécharger les certificats d'aptitude. Donc nous sommes également dans une perspective d'accréditation de notre programme de contrôle de qualité sur la norme ISO 17043 qui régit les contrôles de qualité externes. Donc je vous remercie de votre aimable attention et je remercie également l'équipe de recherche qui a contribué à ce travail, à savoir l'IRESSEF, le laboratoire de bactériobiologie de l'EDANTEC, les CDC qui nous apportent des appuis techniques, le CRCF d'où également je travaille et le ministère de la Santé du Sénégal. Merci. Merci Sonny pour cette très belle présentation et pour d'avoir tenu dans le temps, en dessous même du temps, donc ce qui nous donne la place pour une question, histoire de... Merci Ousseynou pour la présentation. Vraiment, c'est un excellent programme. Hein. La question, c'est les actions correctives qui sont menées auprès des laboratoires. Est-ce qu'il y a vraiment spécifiquement des actions correctives menées? Quand un labo, par exemple, on voit le diagnostic précoce, on doit tous être à 100%, hein, parce que ça, c'est un gros problème. Hein. Donc, qu'est-ce qui est mené aujourd'hui? La charge virale, c'est encore plus, mais le diagnostic précoce, on doit tous être à 100%. Peut-être Koumba. Merci. Donc, je suis d'accord avec vous, Al-Mustafa, et je pense que dans le diagnostic précoce, quand même, les résultats sont relativement bons, donc c'est généralement supérieur à 90%. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut des actions correctives, et nous menons également des actions correctives qui sont documentées. Mais les 10 minutes qui nous sont imparties sont quand même relativement courtes. Ouais, il y a des formulaires d'actions correctives qu'on envoie aux participants, qu'ils remplissent et puis qu'ils nous retournent. À notre niveau, on va essayer de diagnostiquer ensemble le problème pour pouvoir trouver des solutions. Donc, il y a également, parfois, si le laboratoire également ne répond pas, donc ça également, on est un peu bloqué pour pouvoir avancer sur ces questions-là. On va prendre une dernière question. Au fond, peut-être. Bonjour et merci beaucoup. Je me demandais si vous participez également à un programme un peu similaire pour le diagnostic sérologique et si vous auriez quelques chiffres de taux de réussite justement par rapport à ce 100% pour comparer avec le résultat en biologie moléculaire. Oui, le profile testing qu'on gère a une partie sérologie, hématologique et tout. Donc nous, on est un peu biologie moléculaire. Donc je suis un peu dans l'incapacité vraiment de vous donner des chiffres. Merci. Merci beaucoup, Seno, et félicitations encore pour ce travail. Donc, on va avancer avec la dernière présentation. Donc, si on parle de monitoring biologique et de VIH, on parle aussi d'un problème qui est intrinsèque au virus lui-même,
qui est la question de la diversité génétique, donc qui peut avoir un gros impact, comme vous savez, sur le monitoring. Donc, identifier et caractériser les virus VIH qui peuvent présenter des